jour, puisque 2 personnes sont désormais en garde à vue. 2 sur les 4 braqueurs, mais on va voir qu'il y a peut-être une enquête beaucoup plus large qui est en cours. Et on va vous donner à la fois les toutes dernières informations et le meilleur des décryptages avec tous nos invités. Alexandra Guillet, d'abord, bonjour Alexandra, merci d'être avec nous, journaliste police-justice TF1 LCI. Avec tout le service, vous nous apportez toutes les infos au fur et à mesure des minutes. Alain Bauer à vos côtés, bonjour. Merci d'être avec nous, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Et puis Christian Flech également avec nous, bonjour. Vous êtes l'ancien patron de la police judiciaire de Paris. Ça pourrait être vous qui seriez aux commandes de cette enquête finalement. Vous allez nous raconter comment elle se déroule cette enquête et qu'est-ce qui est en train de se faire. D'abord, commençons donc par ces dernières informations parce que depuis quelques heures, il y a donc 2 individus qui sont en garde à vue. Alexandra, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Comment ça se passe? Alors c'est effectivement un tournant majeur dans cette enquête. On l'a appris ce matin. 2 hommes ont été interpellés hier soir, samedi. Donc ils sont suspectés d'avoir participé à ce cambriolage du Louvre. Et selon nos informations, l'un a été arrêté à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il s'apprêtait à embarquer en direction de l'Algérie. Son nom avait été transmis en amont par des enquêteurs aux policiers de la police aux frontières. Le second a été interpellé, lui, en Seine-Saint-Denis, un département dont ils sont tous les 2 originaires. Alors on sait aussi qu'ils ont entre 35 et 40 ans, qu'ils sont déjà connus des services de police, notamment pour des cambriolages, et que c'est un énorme travail d'enquête mené notamment à partir de la vidéosurveillance et des prélèvements ADN qui ont été réalisés sur les lieux du cambriolage qui ont permis de remonter jusqu'à eux. Ils sont actuellement, vous l'avez dit, en garde à vue dans les locaux de la BRB, la brigade de répression du banditisme, qui est une unité en fait de la police judiciaire parisienne qui est en charge de cette enquête. Ces gardes à vue, elles peuvent durer jusqu'à 96 heures car on est dans le cadre d'une affaire réalisée en bande organisée. Et puis, autre information importante que l'on peut vous donner, c'est qu'aucun des bijoux dérobés, malheureusement, n'a été retrouvé sur eux lors de ces interpellations. Voilà pour le tableau général. Maintenant, on va essayer de comprendre comment on est remonté à ces individus et où sont les autres, et puis accessoirement quand même, où sont les bijoux. D'abord Alain, est-ce qu'on peut parler d'un succès? Aujourd'hui, il y avait une centaine de policiers. Laurent Nunez avait dit c'est une des priorités aujourd'hui qu'on a données aux policiers. C'est un premier succès? Oui, clairement, c'est un remarquable travail de la police judiciaire. Alors non seulement la BRB, la BRI qui semble-t-il a procédé à l'intervention, l'Office central de répression des atteintes aux œuvres d'art. Et donc, il y a un travail là commun de la police judiciaire, qui était une police qui ne se portait pas très bien du fait de ces dernières réformes, mais qui montre la qualité, l'efficacité et l'expérience de ces opérateurs. Et donc, c'est un succès indéniable pour ce qui est de cette première opération. Elle sera probablement suivie non seulement d'identification, mais de l'interpellation des 2 autres. Et ensuite, la question qui va se poser, c'est ont-ils commis cette opération eux-mêmes? C'est une équipe en tant que telle, ou ont-ils obéi à un donneur d'ordre? Le donneur d'ordre avait-il une commande précise, ou avait-il simplement un enjeu qui était de dessertir les pierres et de se servir des 4000 environ petits diamants et autres pierres qui du coup amèneraient à ce que les bijoux aient disparu? Le préfet de police, ministre de l'Intérieur désormais, avait indiqué qu'il était à peu près persuadé de l'arrestation des auteurs et les pièces qui avaient été récupérées, y compris l'absence d'incendie du camion, du fait de l'intervention très rapide des forces de police, avait donné déjà beaucoup d'éléments. Plus de 150 traces avaient été relevées. Après, la découverte des bijoux, c'est une autre paire de manches. Alors on va rentrer dans les coulisses du travail qui a été effectué par les policiers. Vous évoquiez l'ADN, Alexandra le disait aussi, en gros il y a 2 éléments qui ont permis de remonter à eux, l'ADN et la vidéosurveillance. Puisqu'on parle de Laurent Nunez, tiens, avant de vous entendre, je voudrais qu'on l'écoute, il était face à Darius Rochebain cette semaine sur LCI. Écoutez ce qu'il disait des vidéosurveillances, du réseau de vidéosurveillance en Ile-de-France. Il y a un réseau très dense de caméras sur la ville de Paris, notamment autour du musée du Louvre, vous l'imaginez bien. Donc tout le périmètre est filmé. Mais il y a des caméras tout autour du Louvre, mais comme vous l'imaginez, il faut que vos téléspectateurs comprennent bien qu'on n'a pas un policier derrière chaque caméra. Bien sûr. Donc il faut quand même être lucide. Christian Flech, ça veut dire qu'on a pris
toutes les images de vidéosurveillance de la ville de Paris et on a cherché image par image à suivre la course de ces 2 scooters, de ces 2 T-Max qui ont quitté le Louvre. Ce que dit le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il y a un réseau de vidéosurveillance, ça s'appelle un plan de vidéoprotection de la ville de Paris, qui a été installé déjà depuis, je sais pas, une quinzaine d'années, et qui permet de suivre l'itinéraire de fuite. Sur le périmètre du Louvre, et c'était ça le point difficile de la protection du bâtiment lui-même, c'est qu'il n'y a pas de protection périmétrique par des caméras. Mais par contre, à partir du moment où on a un itinéraire de fuite sur un quai qui est à sens unique, le boulot consiste, et c'est vraiment très fastidieux, très long, à prendre les vidéos qui peuvent être intéressantes. Ça peut être les vidéos des organismes publics, ça peut être aussi une vidéo d'un magasin, par exemple, qui pourrait être utile pour récupérer au maximum, parce que d'ailleurs la procureure de la République, Mme Becchio, a évoqué un point de chute final sur l'itinéraire de fuite des malfaiteurs. Donc la vidéosurveillance a beaucoup aidé, et puis l'ADN, vous l'évoquiez. Alors, il faut dire que, et ça va nous renseigner peut-être aussi sur le profil, on va en parler, ils ont laissé beaucoup de traces derrière eux, ces cambrioleurs. Si on reprend quelques-uns des éléments qui ont été laissés dans leur fuite, il y a eu les fameuses disqueuses qui ont permis de faire des trous dans les vitrines et de rentrer. Il y a eu un gant qui a été retrouvé. Et puis évidemment, la fameuse nacelle. Sur tous ces éléments, on a retrouvé, vous l'évoquiez Alain, 150 prélèvements ADN. À ce stade, on est évidemment encore prudent sur la manière dont tout ça s'est déroulé, mais il y a de fortes chances qu'un de ces prélèvements est matché dans les fichiers avec les 2 individus arrêtés. Ah, c'est très probable, mais ça n'est qu'un élément d'une enquête. Christian Flech pourrait préciser ça mieux que moi, mais en la matière, c'est de l'ADN qui correspond aussi à des localisations, qui permet d'aller au-delà. Il y a beaucoup d'intelligence et d'expérience dans la tête des enquêteurs de la PJ. Hein. Il faut savoir que la police française, elle est extraordinairement efficace dans des opérations qui sont après les faits. Ce qui est très compliqué en France, c'est tout ce qui est avant, c'est-à-dire le dispositif préventif. D'ailleurs, on confond à peu près tout, le périphérique, la protection périphérique et la protection périmétrique. Nous avons entendu un concerto de n'importe quoi extraordinairement développé de l'ensemble des autorités publiques essayant de noyer le poisson, alors que les méthodes, depuis Vauban et Sun Tzu, de petits jeunes qui ont créé une start-up récente de sécurité, on sait ce que sont les règles. Périphérie, avoir une enceinte qui protège suffisamment longtemps pour être prêt à repousser. Périmétrie, quand on n'a pas tenu l'enceinte, on essaye de tenir la porte, et quand on a perdu la porte, compartimentage, parce que si on a perdu la cuisine, on n'est pas obligé de perdre la chambre à coucher. Et ces 3 éléments ont été totalement ignorés, à la fois par l'établissement public du Grand Louvre, pas par l'actuel d'ailleurs. Madame Descartes, elle vient d'arriver. Elle hérite d'une situation. Ça date d'il y a une quinzaine d'années. Les plans successifs de sûreté sont parfaitement pensés et totalement inappliqués. Je veux dire, c'est l'ensemble des déclarations qui sont faites ces derniers jours sur l'absence totale de prise en compte de la sûreté des œuvres au nom de leur visibilité, d'un plus grand accès au public, sont une démonstration parfaite. La police, voiture-balai du système, a parfaitement fait un travail que tous les autres n'ont pas fait. Sur l'ADN, je voudrais quand même qu'on prolonge ce que vous nous dites là. Alexandra, très clairement, racontez-nous la manière dont la personne qui a été interpellée à Roissy a été suivie. Ça veut dire qu'on l'avait parfaitement identifiée. Oui, effectivement. En fait, d'après les informations qu'on a pu recueillir, des noms ont été signalés par les enquêteurs. Mais c'est assez classique, finalement, dans une enquête, quand on recherche des individus et qu'on a des noms sur lesquels on pense qu'ils sont susceptibles d'être les personnes concrètement qu'on cherche. Une des priorités qui est toujours donnée, c'est de signaler ça à la police aux frontières pour éviter toute fuite en dehors du territoire. Et là, de toute évidence, c'est ce qu'il s'est passé. La police aux frontières à Roissy a été prévenue que potentiellement certains noms, alors combien je ne sais pas, d'individus pourraient être amenés à vouloir quitter le territoire et d'avoir une vigilance particulière et d'être alertés. Et c'est ce qui s'est produit et c'est ce qui a permis aux policiers de la BRI, donc de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris, de les suivre et d'aller interpeller cet homme alors qu'il était dans la salle d'embarquement, prêt à embarquer sur son... C'est intéressant, hein. On l'a laissé aller jusqu'à la salle d'embarquement, probablement pour limiter les risques de fuite, l'interpeller le plus rapidement possible. Je ne suis pas convaincu. Deux points. Sur la police technique et scientifique, vous oubliez aussi le lieu de commission des faits, c'est-à-dire on voit, vous l'avez encore montré, la vitrine, les vitrines qui ont été attaquées et aussi la fenêtre. Elle a fait l'objet de beaucoup de prélèvements. Ensuite, il peut y avoir aussi un truc tout simplement
Les policiers surveillaient d'une façon ou d'une autre des malfaiteurs. Ils ont eu la conviction qu'ils allaient partir donc à Roissy. À ce moment-là, ils appellent le temps d'arriver de façon à ce que la police aux frontières bloque. Ça peut se faire aussi de cette façon-là. En tout cas, c'est vraiment un très très beau travail, l'a dit, de la police judiciaire parisienne, qui elle n'est pas touchée par la réforme. Les autres services de police judiciaire souffre beaucoup de la réforme qui est actuellement en place, sur laquelle il faut travailler, mais je crois que le ministre aussi a l'intention de le faire. Et puis, quand on peut se faire aider par la police aux frontières, qui connaît parfaitement l'aéroport, tout fonctionne. Il y a probablement de l'ADN, on verra si ça a matché directement dans un fichier. Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il y a eu un travail de terrain, qu'il y ait des noms qui soient remontés sur des gens capables de faire ce type de braquage? La police, elle travaille encore comme ça aujourd'hui, te dire dans le milieu, vous avez des noms qui remontent? Bien sûr, il peut y avoir... D'abord, c'est un milieu particulier. Si on a affaire à des gens qui viennent chercher des œuvres d'art parce qu'il y a des commanditaires, etc., il y a un certain nombre de malfaiteurs qui ont déjà fait ce genre de choses. Donc la BRB a l'avantage, c'était un service très spécialisé de police judiciaire et en même temps qui travaille dans le milieu des œuvres d'art. Donc il peut y avoir sur cette piste-là de resellers habituels, il peut y avoir des noms qui remontent. Après, c'est un travail facile. Il y a des prélèvements, il y a des ADN. Après, on a des noms, on a des empreintes digitales, on a aussi des photos avec des témoins potentiels. Ouais. Voilà, c'est tout un travail très très long, avec beaucoup de monde engagé, avec des pistes multiples. Il faut s'en fermer aucune, parce que pour l'instant, on n'a aucune idée si c'est un commanditaire, si c'est même une ingérence, et si c'est un simple braquage ou vol, d'opportunité, comme on peut le dire. Je ne sais pas. Soyons clairs, et Alain l'évoquait à l'instant, là on a donné un coup de pied dans une fourmilière, on en a eu 2. Là on peut imaginer que les autres complices vont bouger ou se terrer, mais qu'on est au tout début des arrestations, garde à vue. Je pense qu'on a été obligé d'agir parce qu'il y avait un départ vers un pays avec lequel on n'a pas des accords faciles pour espérer récupérer quelqu'un qui aurait pu s'y réfugier. Ça, c'est la première hypothèse. Je ne suis pas sûr que le schéma qui était prévu était celui d'une interpellation comme celle-ci. Je ne suis pas sûr non plus de l'intérêt de médiatiser tout de suite cette interpellation. D'ailleurs, la procureure l'a dénoncé. Bien sûr, et elle a eu raison. Ça n'était pas bien opportun. Il y avait un besoin de pouvoir constituer toute une équipe, de surveiller, parce qu'au bout du compte, ce qu'on souhaite, c'est avoir les bijoux aussi. Les noms, on finira par les avoir. Après, maintenant, il faut en trouver un avantage. On a 2 personnes qui sont interpellées. Ces 2 personnes sont en garde à vue pour une affaire qui va les dépasser très largement. Et à mon avis, n'ont pas l'intérêt à tomber tout seuls. Donc leur intérêt serait quand même de donner au moins le nom des 2 autres, et même sans donner le nom des 2 autres, l'endroit où sont les bijoux. On est en train d'essayer de les faire parler. Alain, on peut imaginer de multiples opérations dans les prochaines heures? D'abord, il y a une précipitation, il y a un effet de précipitation, puisque le second, semble-t-il, voulait aussi partir à l'étranger, mais il ne s'était pas encore engagé dans le processus. Deuxièmement, alors toujours sous respect de la présomption d'innocence, je rappelle que pour l'instant, ils ne sont qu'interpellés et en garde à vue. Vous avez raison. Mais l'organisation du dispositif implique évidemment de récupérer les 2 autres, éventuellement un commanditaire extérieur, parce que 4 ou 5, parce qu'il y a toujours le problème de l'ont-ils fait que pour eux-mêmes ou l'ont-ils fait sur instruction, et quelle était l'instruction d'ailleurs. Et puis la question essentielle va être désormais effectivement un effet de précipitation généralisée, parce que la médiatisation de cette affaire, les fuites, impliquent une opération de rattrapage de tout ce qui aurait pu être une enquête plus longue, plus méthodique, plus habituelle, qui permet de récupérer tout le monde au même moment, plus éventuellement les bijoux ou ce qu'il en reste. Et là, tout ceci est en phase d'accélération tout à fait exceptionnelle, mais l'équipe est très importante. Je pense qu'effectivement tous les noms sont déjà plus ou moins connus. On rajoutera les indicateurs. C'est un sujet qui, dans un milieu où les individus sont déjà connus des services de police, permet quand même de retrouver, avec les nouveaux systèmes d'information criminelle et d'analyse criminelle, qui ne remplacent pas les enquêteurs, mais accélèrent la vérification et le contrôle des faits, ça donne des éléments qui peuvent permettre de beaucoup avancer. Moi, je crois, on en a parlé un peu avant cette émission, qu'il y avait une accélération dans la qualité de l'enquête et la capacité de l'enquête à déboucher. Là, je crois qu'on est dans une phase de suraccélération, de boosterisation de l'enquête pour récupérer les 2 autres et identifier au moins le lieu d'atterrissage des bijoux, car il faut aussi une équipe technique
derrière ça, si les bijoux ont simplement été exportés à l'étranger, voilà. S'ils ont été dessertis, redécoupés, modifiés, parce qu'une semaine c'est assez long pour faire ça, ça nécessite une préparation initiale. Hein. Alors c'est un effet d'opportunité, mais prémédité. On sent bien qu'ils n'ont pas fait ça juste parce qu'ils ont vu de la lumière à la fenêtre. Mais là, il y a un petit travail aussi qui va élargir le champ. Après le commanditaire, il y a les complices techniques. Comme il y a la police technique, il y a aussi les criminels techniques. Ça m'amène à une question qui va conclure ce plateau, mais on va continuer évidemment sur LCI à vous donner toutes les infos tout au long de la journée. Christian Flech, avec votre expérience, avec votre recul, on a affaire à des vrais professionnels ou à des semi-professionnels ou pas des professionnels du tout, parce qu'ils ont quand même laissé un paquet de choses derrière eux, on vient de le voir, on les arrête au bout d'une semaine. Alors il y a eu un gros travail de la police, mais ils n'ont pas fui tout de suite. D'après vous, professionnel, semi-professionnel, pas professionnel? Non, mais c'est toujours amusant parce que quand les gens sont arrêtés trop vite, ça veut dire que c'était des mauvais. La police c'est que la police est très bonne, bien sûr. D'abord, on a dit ça. C'est d'abord la première chose. Ensuite, c'est vrai que la façon dont ça s'est passé, dont ça s'est déroulé, ils ont eu beaucoup de chance que la protection du Louvre était quand même très faible. Parce que ne serait-ce qu'une protection périmétrique maintenant qu'on sait ce que c'est, ça aurait permis de déceler très rapidement un engin qui s'installe, qui pose des plots, qui se stabilise, qui se déploie. Et donc l'alerte au service de police avec ne serait-ce qu'une minute ou peut-être 2 minutes de plus aurait permis nécessairement de les interpeller. Merci beaucoup, c'était passionnant de vous avoir avec nous.